En 476, avec la chute de Rome, le luxe des bains, les coiffures raffinées et les effets de toge disparaissent. Les Wisigoths remplacent le prestige de l'élégance par la loi du plus fort, la misère et des tenues rudimentaires. Ainsi débute le Moyen-Âge. Mais tout ne va pas rester si noir. Entre l'an 1000 et le XVe siècle, nos courageux aïeux ont découvert la prospérité du monde arabe, mais aussi la mode. Avec le savoir-faire des pourpointiers, pour la première fois, l'habit masculin va se différencier totalement de la tenue féminine. Et malheur à celles qui enfreignent les lois vestimentaires. À genoux ! Passionnés aimant revivre l'histoire, ils vont nous dévoiler des modes reflets du pouvoir où les mâles vont devenir des seigneurs d'élégance et les nobles dames des nymphètes, parées dans des robes très moulantes. Dans le domus castri de Château-Thierry, quand il s'agit de vivre comme il y a exactement 1000 ans, ses habitants dans leur simple tunique de laine ont la passion de l'exactitude. L'air du temps n'est plus aux invasions barbares. Même les Vikings ont commencé à s'assagir. Pourtant, l'époque n'est pas encore très sûre et la vie se déroule derrière de solides palissades de bois. En ce début de printemps tardif, les dames commencent à peigner du lin. C'est la fibre la plus employée quand reviennent les beaux jours. La grande richesse de cette demeure seigneuriale, c'est son métier à tisser à pesant. Cette machine, qui est manipulée avec d'infinies précautions, permet de réaliser des étoffes encore très sommaires. Pendant le Haut Moyen-Âge, le tissu produit sur un métier à tisser dépasse rarement 70 à 80 cm de largeur. Résultat, c'est la dimension du métier à tisser qui crée les styles vestimentaires à carrure unique, rendant les différences de tenue entre les hommes et les femmes minimes. Ce qui va différencier le costume masculin par rapport au costume féminin en l'an 1000, ça va être surtout au niveau de la longueur de la cotte, puisque l'homme comme la femme porte une cotte, et celle de la femme, bien sûr, descend jusqu'aux pieds au lieu de s'arrêter aux genoux. Et c'est un vêtement qui est bien sûr aujourd'hui plus agréable à porter l'hiver que l'été, puisqu'il est essentiellement constitué de lainage, mais c'est qu'une question d'habitude à reprendre, d'être vêtu été comme hiver avec le même vêtement. Pendant ce temps, sur le métier à tisser, l'ouvrage avance lentement. Il faut compter 1 heure pour fabriquer 30 cm de longueur, en passant la trame pour assurer le maximum de finesse à ces étoffes de lin, de laine ou même d'ortie quand il y a pénurie. À cette période, les couleurs se limitent essentiellement à des teintes naturelles et la mode est surtout une affaire de superposition de matières. Les femmes à cette époque-là portent à même la peau du lin, du chanvre, donc des matières végétales. Par-dessus, c'est essentiellement de la laine, mais il arrive parfois qu'on cède aux caprices de la mode byzantine et qu'on porte de la soie ou bien des tissus de couleur. Les jours sont encore courts. Et il est temps de faire un brin de toilette après la journée de labeur. Lavés, coiffés, ils enfileront à nouveau les mêmes tenues. Mais à l'aube du XIIe siècle, la simplicité vestimentaire et les étoffes sommaires du Haut Moyen-Âge vont être démodées par la découverte du chic et du luxe vestimentaire du monde arabe. Et ce sont de preux chevaliers, partis pour combattre les musulmans, qui vont tomber sous le charme des parures et des tissus de cette civilisation.
À partir de 1095, le pape Urbain II lance l'appel à la première croisade et le serment des chevaliers prend une résonance toute particulière. Tu protégeras l'Église. Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Tu combattras les infidèles avec acharnement. Des milliers de chrétiens, chevaliers comme paysans, partent vers le Moyen-Orient. Leur objectif ? Délivrer Jérusalem. Leur signe de ralliement ? Une simple croix brodée sur leur tunique. C'est le début de 2 siècles de guerre de religion. En ce mois de mai 1190, une troupe d'hommes en armes de Raymond de Toulouse quitte la forteresse de Najac. Ils doivent rejoindre les armées de Richard Cœur de Lion et de Philippe Auguste, partis de Vézelay. C'est la 3e croisade, celle de la revanche. Saladin a expulsé de Jérusalem les défenseurs de la foi chrétienne. Pour reprendre la ville sainte, les preux chevaliers vont revoir sérieusement leurs équipements de combat. Les Occidentaux ont été assez déroutés au départ par la tactique des combattants orientaux, puisque c'est une tactique qui était tout en dérobade, contrairement à la tactique occidentale qui était une tactique du choc. Mais en face d'un adversaire qui se dérobe, évidemment, la lourdeur de l'équipement devient un handicap. Donc les croisades ont dû favoriser l'adoption généralisée de la cotte de maille constituée d'anneaux. C'est une armure qui a l'avantage d'être souple, de ne pas forcément être très légère. C'est-à-dire qu'une cotte de maille, en réalité, ça pèse relativement lourd. Une tunique de maille pèse plus d'une quinzaine de kilos, il ne faut pas l'oublier. Par contre, c'est une armure qui a l'avantage d'être extrêmement aérée, puisque l'air passe en quelque sorte entre les anneaux. Et on peut penser que la cotte de maille est vraiment devenue l'armure privilégiée donc, du combattant occidental à partir de cette période. En adoptant une protection qui avait fait ses preuves dès l'Antiquité, les croisés s'adaptent mieux à la rapidité des musulmans. Pour gagner en efficacité, les chevaliers vont employer aussi des codes vestimentaires très précis, apportant une meilleure visibilité dans la poussière des batailles. C'est l'invention d'un système visuel à la dénomination un peu ésotérique, l'héraldique. La multiplicité des origines des combattants qui venaient en Orient a certainement joué un rôle dans l'adoption de ces signes héraldiques, d'une part par l'adoption de signes extrêmement clairs, extrêmement visuels, extrêmement graphiques, qui servent tout de suite à identifier la provenance d'un combattant. Par exemple, si vous avez un blason dont le fond est rouge, eh bien vous allez avoir une croix. Imaginons que c'est une croix qui va être blanche ou jaune. Mais cette croix ne pourra en aucun cas être bleue ou verte, de façon à assurer le maximum de visibilité possible à ce symbole. Mises au point par les chevaliers, ces règles trouvent toujours des applications concrètes, avec des enjeux plus pacifiques. Aujourd'hui encore, sur tous les terrains de sport, les codes couleurs des maillots et des shorts obéissent au même besoin d'identification rapide. Que ce soit Raymond de Toulouse ou d'autres nobles seigneurs, les couleurs vives et tranchantes ne vont pas les empêcher d'être très sensibles à la magie de teintes plus subtiles qui font déjà partie de la palette des teinturiers ou des tanneurs dans les souks. Ce qui vient aussi d'Orient, c'est de nouveaux pigments, notamment pour le bleu, ce qu'on trouve pas seulement dans le vêtement, mais dans la peinture, par exemple, le lapis-lazuli, toutes ces choses vont donner de nouvelles habitudes pour les teinturiers. Donc on peut arriver à travailler les verts, les rouges, la pourpre, donc, qui est faite à partir d'un coquillage. Tout ceci vient encore d'Orient et absolument ont influencé des habitudes chromatiques qui étaient moins prisées avant, sans doute. Ce ne sont pas simplement les couleurs qui séduisent les combattants venus d'Occident, mais aussi la diversité des matières et la somptuosité des étoffes. La vision d'élégante Scheherazade aperçue au détour d'un riad
transforme les rêves de gloire et de devoir envers Dieu en désir de richesse et de parure luxueuse. Après 2 ans d'absence, les seigneurs rentrent des croisades, souvent barbus. Cette nouvelle tendance plus virile ne semble pas surprendre ces dames, car elles sont déjà toutes subjuguées par les magnifiques présents. Elles n'en croient pas leurs yeux et très vite, tout ce raffinement venu du Moyen-Orient va bouleverser leur garde-robe. Alors, les contacts avec le monde musulman ont permis effectivement à la soie de devenir un matériau utilisé en Occident, mais il y a un autre matériau qu'il ne faut pas négliger, c'est également le coton, qui s'est également répandu à partir de la fin du XIIIe et au XIVe siècle dans la garde-robe occidentale. Il a l'avantage d'être léger, d'être blanc, et puis les fibres du coton se tissent très facilement, et le coton va, à côté du lin et du chanvre, devenir un des matériaux privilégiés pour l'obtention de tissus de toile. Les robes coupées en T, avec une simple ceinture et quelques broderies, ne peuvent pas rivaliser avec les décolletés et les tailles plus ajustées inspirées par les parures de riches sultanes. Ces gentes dames tombent sous le charme des coupes, des couleurs, des matières et de ce sens du détail somptueux dont le style allait traverser les siècles. Sous le ciel de Marrakech, comme au temps glorieux de Saladin, il existe un mot magique, caftan. Des souks au Médina, cette tenue d'origine perse fait toujours rêver. Le jour de son mariage, il transforme chaque femme qui le porte en princesse. Parmi la jeune génération de créateurs marocains qui donnent une nouvelle dimension au caftan, il y a Nabil Dahani. Selon la tradition, il conjugue avec virtuosité l'art d'harmoniser les matières somptueuses pour créer à chaque fois une pièce unique. Il y a tous les éléments qui ouvrent la porte au caftan de rentrer dans le monde de la haute couture. Il y a de toute façon, comme vous voyez là, il y a de la dentelle, de tulle, de soie, de la soie, des paillettes, des fils de soie avec laquelle on brode, on fait des broderies. En fait, le caftan, c'est monté de A à Z à la main. À quelques heures du grand show annuel, qui réunit les plus grands créateurs de caftan du Maroc, Nabil aime se ressourcer dans la cour de son dard. Ce lieu est à l'image de sa dualité, partagée entre tradition et modernité. Les artisans qui travaillent avec moi, c'est toujours des artisans qui font la couture traditionnelle. Et moi, j'apprends beaucoup de choses avec eux. Et eux, ils prennent beaucoup de choses de moi. Mais moi, j'aimerais pas que les couturiers traditionnels soient vraiment... Ils deviennent très très modernes, parce que s'ils deviennent modernes, on va perdre la broderie marocaine et la culture marocaine. C'est le grand soir à Marrakech. Le créateur jette encore un dernier coup d'œil à son caftan préféré. Le souci du détail est plus fort que lui. Pour Nabil Dahani, l'élégance est une affaire de précision, mais aussi tout simplement d'émotion. Alors mon thème cette année, c'est les stars et les divas arabes. Parce que pour moi, ils sont sexy sans être vulgaires. Et c'est ça pour moi tout ce qui est élégant d'une femme. Sous les projecteurs, les caftans suspendent le vol du temps. Diva, divine ou déesse. En grand magicien, Nabil Dahani réunit passé, présent et futur dans un nouveau conte des 1001 nuits dont le titre pourrait être « Le prince de l'exubérance ». Alphen-sur-le-Rhin, aux Pays-Bas, l'histoire semble s'être figée en l'an 1350.
Si un parfum de changement venu d'Orient influence les riches cours d'Europe, la mode de la rue reste encore peu concernée par les décolletés ou les coupes cintrées. La nouveauté, c'est d'oser porter du bleu ou du violet. Ce tailleur l'a bien compris et cette étoffe ravit ses dames. En ce début de XIVe siècle, le peuple cultive le goût des couleurs plus vives et ose, comme autre nouveauté, des effets bicolorés. Mais les contacts avec le monde arabe permettent à certains de ne pas passer inaperçus en portant des verres à leur vue. Je porte des lunettes qui sortent de l'ordinaire. Elles ont été inventées en Arabie et introduites en Europe autour du XIIIe siècle. Je suis donc très moderne avec ça. Je porte un paletot en lin jaune peint avec des oignons. Ce que j'aime dans le costume du XIVe siècle, c'est le confort des vêtements. Les tissus sont très souples et agréables à porter. On peut bouger très facilement, c'est la liberté de mouvement. Mais aussi liberté d'arborer des badges, dont certains, pour le moins coquins, auraient dû attirer le regard sévère de l'homme d'église. À moins que les lunettes ne permettent pas encore de voir de très près. Alors, le XVe siècle est une période qui voit la grande éclosion des devises, de ce que nous appelons aujourd'hui des badges et ce qu'on appelait badges en fait à l'époque médiévale. Chaque individu choisit une sorte de symbole qui va résumer en quelque sorte son parti, sa personnalité et aussi l'état d'esprit dans lequel il est, soit moral, soit politique. La mode des badges en étain prend des aspects très osés pour l'époque. Sur des chapeaux ou sur la poitrine, tous les styles font fureur. Et certaines personnes s'exposent le plus tranquillement du monde avec des pénis aux allures fantastiques. Sache l'amant que l'art d'amour est éclos dans ce roman. L'éclosion de la littérature courtoise, avec le roman de la rose et la multiplication des badges, transforme les jeunes guerriers à la recherche d'une âme sœur en des êtres emprunts à des assauts de galanterie. On n'arbore pas seulement des badges, mais aussi des coquilles. Symbole des pèlerins qui avaient marché vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le nombre de coquilles portées correspondait au pèlerinage déjà effectué. Quelquefois, lors de passages en altitude sur les Causses, certaines femmes adoptaient une tenue d'homme. Est-ce pour passer inaperçues et ne pas être violées par des troupes de brigands, ou tout simplement pour avoir plus chaud? Les chroniqueurs laissent l'énigme sans réponse. En revanche, ils annoncent clairement que se travestir était comme jouer avec le feu. Un tel comportement était contraire aux préceptes issus de l'Ancien Testament et ne donnait droit à aucune circonstance atténuante. À genoux! Une femme ne portera pas un costume masculin, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé, ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'homme doit porter vêture d'homme et femme porter vêture de femme. Pour avoir osé emprunter un chemin de pèlerinage dans un costume masculin, celle que l'on accusait de blasphème envers Dieu, et donc possédée par l'esprit du malin, était condamnée à rejoindre les flammes de l'enfer. Une autre femme finira comme elle. L'acte d'accusation mentionne aussi le port de chausses, c'est-à-dire d'un caleçon. La sentence sera similaire, le bûcher pour Jeanne d'Arc. Si se travestir peut avoir des conséquences cuisantes,
D'un point de vue social, il y a aussi des règles précises à respecter avant de s'habiller. Il suffit de se rappeler du proverbe qui dit que l'habit fait le moine et qui s'applique complètement à ce type de connaissances et de sensibilité. Le lien entre conditions sociales et habits s'applique effectivement à toute la société. Il ne suffisait pas d'avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter ce qu'on voulait. Bien sûr, c'était nécessaire, mais pas vraiment suffisant. On avait le droit de porter et même de posséder uniquement ce qui était admis par sa position sociale. Cette règle valait dans le monde citadin, mais aussi dans tous les ordres religieux. Mais si les hauts dignitaires de l'Église ne badinent pas avec les lois bibliques, dans leur somptueuse parure, ils ont souvent tendance à oublier leurs propres vœux de pauvreté. Les seuls qui gardent une allure austère, ce sont les moines. Mais sous la rigueur de la bure, il y a souvent de la soie. D'après le chroniqueur Froissart, les chemises de soie légère apportaient, paraît-il, un certain confort aux moines copistes. Cela n'empêche pas les serviteurs de Dieu, dans leurs dessous soyeux, de pointer d'un doigt sévère les femmes qui osent jouer de leur charme en se maquillant. Se farder avec des artifices pour paraître soit plus rouge, soit plus blanche, est une tromperie adultère, juge-t-il. La position de l'Église est, comme on peut l'imaginer, contraire aux artifices. Les soins du corps sont donc pris pour cible. La vanité est condamnée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est clairement un moyen d'attirer les regards et d'éveiller la concupiscence, mais aussi parce que c'est une altération mensongère du dessein de Dieu. Malgré les restrictions religieuses, les femmes utilisent différentes recettes de beauté pour garder une allure de nymphette, en portant aussi une attention toute particulière à leur chevelure, sur laquelle elles font poser des postiches. Une dame cherche toujours à paraître avec la chevelure la plus longue possible. En revanche, le crâne, lui, devait être extrêmement dégagé, pour créer des coiffures très sophistiquées. On portait des cheveux très rasés, le front était large et clair et blanchi, donc on se rasait le front très largement jusqu'au milieu du crâne, avec de la fiente de crocodile, de la fiente de chat, avec des excréments qui évidemment ont un effet abrasif et astringent et font tomber le poil, ça c'est très net. Donc il y a énormément de recettes d'épilation qui sont hautes en couleur, mais très efficaces. L'époque adore l'eau et adore se laver. Sans pudeur, dans la chaleur des étuves, les dames s'adonnent à des recettes de bien-être plus sensuelles et plus végétales. Les huiles essentielles passent pour des élixirs de jouvence. Mais les désirs de beauté se conjuguent aussi au plaisir de la chair. Festins et pratiques amoureuses donnent à ces lieux une réputation sulfureuse. À partir du XVe siècle, au nom de ces pratiques jugées pas très catholiques, les étuves seront fermées. Les femmes devront se livrer à des toilettes plus à sec avec une simple serviette. Les nobles dames utiliseront alors davantage d'eau de rose, mais elles n'auraient sûrement jamais imaginé qu'un jour des produits de beauté seraient fabriqués par des moines. Dans la région d'Arezzo, en Italie, à plus de 1500 mètres d'altitude, au cœur d'une forêt millénaire, il existe un monastère, c'est Camaldoli. En 8 siècles, ce lieu de culte appartenant à des moines bénédictins n'a pas beaucoup changé.
Seule l'herboristerie du monastère datant du XIe siècle a été remplacée par une pharmacie. Mais ces crèmes de beauté ou ces shampoings fabriqués par les moines ont toujours des propriétés très appréciables. Ce produit, oui, c'est aussi pour les rides, car quand on a une peau bien hydratée et bien nourrie avec la gelée royale, elle devient élastique et le processus de vieillissement est ainsi ralenti. À une époque où des multinationales de la beauté rivalisent de formules anti-rides, le padre Luigi, lui, concocte dans un petit laboratoire ultramoderne des élixirs à base d'extraits de plantes et d'essences naturelles, dont certaines formules remontent à l'époque médiévale. Shampoing à la propolis pour redonner du tonus aux cheveux fragiles, crème à la gelée royale pour lutter contre les rides, Camaldoli fabrique une gamme d'une 50aine de produits de soins de beauté. Alors, quand il s'agit d'évoquer les principales plantes qui les composent, Padre Luigi est incollable. Nos produits sont faits à base d'un mélange de substances de synthèse et d'extraits naturels de plantes médicinales, telles que la mémélis, la camomille ou encore l'ortie. Nous avons aussi des huiles essentielles, l'huile de sapin, de pin, de menthe. Et cela nous permet de garantir la présence des substances naturelles qui donnent à chaque produit leur originalité. La fabrication des produits de beauté passe aussi par la sylviculture. Les moines, depuis 10 siècles, veillent avec beaucoup d'attention sur les arbres de la forêt de Camaldoli, et ce châtaignier millénaire conforte le padre dans l'idée que ce qui est beauté naturelle est l'œuvre de Dieu, mais ce qui est soin de beauté n'est plus l'œuvre du diable. En 1348, un malheur n'arrive jamais seul. 2 ans après le début de la guerre de 100 ans, le son du tocsin annonce un terrible fléau sur l'Europe, la peste. Une personne sur 3 sera emportée par cette terrible épidémie. Comme pour se changer les idées, après des années noires, l'allure des tenues vestimentaires va soudainement évoluer dans toute l'Europe, marquant ainsi un désir de tirer un trait sur le passé. Cette révolution vestimentaire tient en un seul mot, pourpoint. Ce gilet matelassé, porté en dessous des cottes de mailles ou des pièces d'armure, devient un vêtement de dessus. On a des récits de chroniqueurs qui, pour la plupart, se scandalisent de ce port de vêtements militaires qui se généralise à toutes les catégories de la société, donc pas seulement les hommes d'armes, mais surtout, ils notent avec précision que les vêtements se raccourcissent et surtout sont de plus en plus ajustés, d'abord dans la partie supérieure du corps, et puis ensuite deviennent extrêmement courts avec un buste très valorisé, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Après la parenthèse de la peste noire, la guerre de 100 ans reprend. Les troupes anglaises occupent une grande partie du royaume de France, dont la forteresse de Castelnau, dans le Périgord. Les sentinelles vigilantes laissent passer un visiteur très attendu. Le consul de Sarlat vient livrer comme chaque semaine le tribut exigé par Jean de Marquessac, au nom du roi d'Angleterre. Si l'accord est respecté, la cité ne sera pas pillée. Fébrile, le consul fait déballer une série d'objets, dont un pourpoint du tout dernier chic.
Sa couleur très vive, sa superbe rangée de boutons en fait une pièce de grand prix, qui semble être à la hauteur du prestige du seigneur. Parfaitement ajusté, le consul rassuré confie qu'il a été cousu très à façon. Et le notaire anglophone traduira « fashion ». Avec le pourpoint, pour la première fois, la notion de taille précise devient une nécessité. Court et très ajusté, cet ancêtre de l'éternelle veste masculine se différencie radicalement des tenues féminines. Il faut bien se rendre compte que ce vêtement représente une véritable révolution, puisque cette adoption du pourpoint va entraîner la naissance du tailleur, du métier de tailleur, va entraîner la naissance également de la couture sur mesure, il faut s'en rendre compte, puisque nous avons un vêtement qui est très étroitement ajusté au corps, qui est fait à la mesure d'un individu et non pas à la mesure comme auparavant de la pièce de tissu que l'on pouvait obtenir pour tailler un vêtement. La notion de taille précise va faire le bonheur des corporations de tailleurs et de pourpointiers. Les premiers coupent et cousent des modèles prêts à porter, tandis que les seconds ne travaillent qu'à la commande, en fonction des mensurations exactes du client. C'est déjà une forme de haute couture. Tisserands, tailleurs, pourpointiers et brodeurs éditent des lois de corporation, avec des normes de fabrication extrêmement précises, sous peine de sanctions expéditives. Nous ordonnons que tout maître tailleur fasse des pourpoints avec au moins 2 toiles, que l'étoffe dont ils sont garnis soit du bon coton et non de la laine. S'ils font le contraire, les pourpoints seront brûlés. Le pourpoint, symbole de la virilité des mâles, va évoluer. La nouveauté est aussi une démonstration de pouvoir. Les nobles et les grands bourgeois entrent dans une surenchère d'allure. Abondant jeu de manches flottantes ou traînantes, succession de chapeaux ou turbans exubérants et aux pieds, d'ahurissantes poulaines. Ces chaussures vont faire fureur et leur longueur correspondra au prestige de celui qui les chausse. Mais là encore, les lois de l'Église mettent la mode à l'index. Dans les villes, les lois devaient limiter les débauches de luxe. Ainsi, on régulait la longueur des traînes, selon la catégorie sociale, mais aussi la taille des pointures de chaussures, ou encore la dimension de la longueur des manches. Ces manches, très longues, qui, comme le disaient les prédicateurs, servaient à voler plus vite en enfer. En cette seconde moitié du XVe siècle, même si les hommes sont les seigneurs de la mode, dans les chimères vont se refléter également tous les charmes des tenues féminines. En dehors des mariages et des grandes fêtes religieuses, où il fallait se parer de ses plus beaux atours, il y avait un autre rendez-vous de l'élégance. C'était celui des tournois de chevalerie. Les joutes avaient pour but d'impressionner le peuple, d'impressionner le roi, la cour et le public féminin. C'était aussi très important d'aller à une joute habillée de la plus belle manière, avec des vêtements superbes et très chers. Donc s'est développée une mode véritablement flamboyante, comme de très longues manches décorées ou des aumes incroyablement ornés et sculptés de lions, de licornes et d'autres symboles héraldiques portés sur les casques. Of lions or unicorns or other heraldic symbols would be worn on the helmet. Pour que sa tenue soit à la hauteur du courage du chevalier qui va combattre en son honneur, la noble dame du XVe siècle passe une robe aussi longue que moulante, renforcée sous les seins par un bandier.
Avec son grand décolleté, bordé de fourrure et sa toque, qui change des éternelles coiffures à templette ou à cornes, elle est maintenant fin prête pour déclarer que le meilleur gagne. Selon les règles courtoises, en préambule de chaque joute, les grandes dames font don de leur foulard à leur champion. Preuve écarlate de l'attention particulière de la dame, le preux chevalier va devoir maintenant mener cette couleur à la victoire. Les joutes sont un spectacle où ce n'est pas la force brute qui est récompensée, mais la précision. Pour accumuler les passes gagnantes, le chevalier doit toucher des parties bien précises de l'armure de son adversaire. Le dernier chevalier à rester en lice devient un héros, dont le prestige rejaillit sur la dame dont il portait les couleurs. Avec les joutes médiévales, la mode est plus que jamais une question de prestige et de pouvoir, où le chic ultime sera de relever les prochains défis dans une armure recouverte de velours de soie. Six siècles plus tard, à Beaune, dans une région où le passé est encore flamboyant, le rêve de porter une armure peut devenir réalité si l'on rencontre Yannick Épiard. La renommée de ce bourguignon est aussi grande pour les passionnés d'armure que les appellations des grands crus de la région. Dès l'âge de 12 ans, il a commencé à travailler le métal. Pour le plaisir, il adorait ciseler des couteaux. Maintenant, il répond à des commandes de particuliers ou de musées qui affluent de toute l'Europe. Mais pour être un excellent armurier, il faut savoir manipuler le plâtre avant le métal pour réaliser une jambière. Autodidacte, il conçoit avant tout son travail comme une affaire de patience et de précision. À l'époque, il devait prendre des cotes, il devait prendre des patrons, il devait se travailler sur même éventuellement faire venir la personne plusieurs fois pour ajuster des pièces. Et ben là, je fais à peu près la même chose maintenant. Si je suis pas sûr de mes cotes ou de mes moulages en plâtre, je fais revenir la personne pour être sûr que ça s'ajuste correctement, afin qu'aucun mouvement soit bridé. Pour obtenir une telle finition sur une jambière, il faut un immense savoir-faire. Yannick n'a pas 6 ou 7 compagnons spécialisés comme autrefois pour emboutir, découper et poncer le métal ou dessiner le patron d'une brigandine. Alliant souplesse et élégance, c'est la protection très chic du combattant médiéval au XVe siècle. Une brigandine, c'est un vêtement militaire qui, au premier abord, donne l'impression qu'on est à la mode de l'époque. Très cintré, comme les pourpoints. Décorés, souvent richement décorés. Les rivets peuvent faire des motifs. C'est des tissus très riches, comme du velours de soie. Le soldat qui portait une brigandine, on voyait à l'extérieur une couche de tissu ou de cuir. Donc, on ne se rendait pas forcément compte qu'à l'intérieur, il y a du métal. Après une quinzaine de jours de travail acharné pour découper et relier 250 plaques de métal, puis fixer plus d'1 millier de rivets entre cette carapace et le velours de soie qui la recouvre, la brigandine est maintenant prête. Mais ce perfectionniste ne se limite pas à l'art de fabriquer des répliques sublimement exactes. Avec sa forge itinérante, Yannick Épiard retrouve aussi les gestes d'antan, et sa dextérité semble susciter de nouvelles vocations, peut-être d'armurier, mais aussi de chevalier. Le 4 mai 1471 débute la bataille de Tewkesbury, l'un des derniers grands affrontements de l'âge de la chevalerie. Sous le feu des premiers canons et des prototypes de ce qui sera un jour le fusil, les armées de la Rose Rouge ont décidé d'en finir avec les défenseurs de la Rose Blanche.
Si au cœur de la mêlée, les hommes de troupe ne portent qu'un simple gilet matelassé, renforcé de quelques protections en métal, les nobles combattants manient l'épée en étant protégés par de véritables pièces d'orfèvrerie. L'armure d'un duc ou d'un roi pouvait être couverte d'or. Les surfaces étaient polies, superbement décorées avec des gravures, des peintures, parfois argentées ou dorées. Il arrivait même que des perles ou des pierres précieuses soient insérées dans les armures. Et c'est là encore une expression de pouvoir que de se permettre de porter un équipement qui vaut plusieurs millions d'euros et d'oser le jeter en une seule après-midi. L'armure de Richard, duc de Gloucester, n'est pas dorée à l'or fin. Pourtant, son prix à l'époque est comparable à celui d'un jet privé aujourd'hui. Après un combat acharné, il gagne en prime la couronne d'Angleterre et devient Richard III. La rose blanche a définitivement des épines plus résistantes. Dans une époque où la tenue masculine est déjà largement influencée par le costume militaire, un phénomène de mode va voir le jour sur un champ de bataille, le crevé. En 1477, des mercenaires suisses, des lansquenets, pour gagner en aisance, se mettent à taillader et à fendre leurs uniformes, dans un premier temps au niveau des bras et des coudes de leur pourpoint. Mais très vite, le crevé, en quelques années, devient une mode à l'échelle européenne. C'est en Saxe que l'on crève systématiquement les vêtements des pieds à la tête, à l'image de ce grand-duc qui s'expose dans un costume avec plus de 800 crevés. Plus au sud, un vent de modernité souffle sur Florence, Sienne ou Venise. Les marchés des grandes, mais aussi des plus petites cités, sont une sublime vitrine d'une mode chatoyante, comme ici à Bévagna, en Ombrie. La pureté des formes et une grande variété dans les couleurs et les étoffes donnent aux gens de la rue une allure plus avenante, en avance sur son temps. Le peuple aussi partage ce qui est beau. Pour celles qui ont envie de découvrir les dernières nouveautés, il n'y a pas encore de revue de mode, mais des poupées, qui sont le signe d'un secteur en pleine expansion. L'Italie, à cette époque, a vraiment été une pépinière, là où on a le plus expérimenté, là où on a le plus inventé. Et tout cela a été rendu possible parce que dans les villes italiennes, il y a eu un très grand développement de l'artisanat. Grâce à cela, les cours de ces villes sont devenus riches et on a eu la possibilité d'utiliser des instruments et des techniques qui leur ont permis d'atteindre une grande notoriété. Parmi les techniques en avance sur leur temps, il n'y a pas seulement de grands métiers à tisser, mais aussi d'étonnantes machines à fabriquer du fil de soie. À la force du poignet, 72 bobines se garnissent de cette étoffe, que tous les grands tailleurs des familles d'Este, Sforza ou Médicis s'arrachent. Avec ou sans soie, le chic du Quattrocento invente une mode aux lignes simples, très proche du corps. Les robes somptueusement décorées avec de sublimes décolletés carrés transforment les donnas en véritables madones de l'élégance. Et quand certaines beautés aspirent à des coiffures moins sophistiquées, c'est déjà un parfum de renaissance qui se répand dans l'air du temps. En ce début de XXIe siècle, sous les projecteurs des défilés de mode, l'élégance des madones du Quattrocento n'est pas totalement démodée. Bien au contraire. Le complice de ce clin d'œil avec le passé, c'est le plus parisien des couturiers milanais, Stefano Pilati.
Il y a des fois que je regarde les patronages de vêtements anciens, même au XVe siècle, oui. Comment a été coupé, par exemple, pour la collection religieuse. Justement, je suis arrivé même à voir comment les vêtements étaient coupés dans l'époque byzantine. Vous voyez ce que je veux dire? Ayant un sens inné de la simplicité raffinée, sous un coup de tête comme pour remercier Dieu de pouvoir présenter une seconde collection dans le temple de l'élégance, Stefano a religieusement métamorphosé la femme Yves Saint-Laurent. Je trouvais que dans les vêtements ecclésiastiques, il y avait une discipline à la fois très stricte, où le mélange de masculin et féminin s'était croisé dans une façon, assez intéressante. Vêtu de noir, avec des touches de mauve ou de doré, Stefano Pilati, apôtre des détails magnifiques, subtilement cachés, propose une féminité divinement intemporelle. J'ai fait sortir des filles habillées presque comme des évêques, comme des petites sœurs qui étaient encore, touchées de la lumière divine. Et donc c'était un mélange entre ironique et un peu plus sérieux, entre chercher vraiment de sublimer la mode, de sublimer le passé, et voilà. Un autre grand maestro n'a qu'une idée en tête, sublimer les couleurs. Antonio Maras, dont le nom rime avec Kenzo, part en croisade pour défendre les teintes vives. S'il n'est pas adepte des croix brodées, il est pourtant un créateur intrépide quand il s'agit de créer une femme chatoyante aux allures orientales. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de prendre des couleurs, comme le turquoise, le fuchsia, le jaune, le blanc. Toutes ces couleurs que Kenzo a utilisées au fil des années et que j'ai essayé de relire et de réinterpréter. Ce sarde a de la suite dans les idées. Ses robes légères, avec un col en V, rappellent les djellabas dans un désert propice à toutes les rencontres. J'ai pris les éléments les plus disparates. Le turban africain, le hobby japonais, la broderie indienne, les pierres de la haute couture, et je les ai tous mélangés pour créer une femme bien réelle. Réalité ou mirage? Quand un effet de sirocco soulève la mousseline, on comprend mieux pourquoi depuis 10 siècles le charme de l'Orient est un souffle d'inspiration inépuisable. Belles du désert ou madones sublimées, elles pourraient très bien être les héroïnes d'un roman courtois ou les muses d'un poète comme François Villon. Comme dans la ballade des dames du temps jadis, elles n'ont qu'un désir en tête, avoir fière allure. À partir du début du XVIe siècle, sous l'effet de la Renaissance, les nobles garde-robes vont prendre des allures vestimentaires aussi contraignantes qu'étonnantes. Pendant que les seigneurs exposent toute leur virilité, les nobles dames vont devoir s'équiper de vertugadins. Un vent orienté au sud apportera de Venise le parfum de sublimes courtisanes et les sarcasmes du pionnier du pantalon. Au XVIIe siècle, en quelques coups d'épée, les hommes d'armes très chics vont se transformer en gentilshommes et se parer de dentelles. Après 3 siècles de corps poudrés, maquillés et comprimés à l'extrême, l'apparition de la scandaleuse robe-chemise dans la boutique d'une marchande de mode marquera le retour à plus de naturel. Une simple ceinture pour marquer la taille, on n'avait plus vu cela depuis le temps des nymphètes médiévales.